ans après The Holy Blood, l'américain Paul Thomas Anderson signe The Master avec un duo de choc, Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix. Le premier dans le rôle du maître inspiré de Ron Hubbard, le gourou de la scientologie, et le second dans le rôle du disciple, un ex-marine revenu traumatisé et alcoolique de la Seconde Guerre mondiale. On est en effet dans les années 50, et le film, long de 2h15, raconte la relation complexe entre les deux hommes, la fascination qu'exerce l'un, la dépendance où l'autre se complaît, et tout ça sous l'œil vigilant de la femme du master, jouée par Amy Adams. L'histoire est à la fois très simple et très complexe, mise en scène, comme toujours, formidablement par Paul Thomas Anderson, et portée par un Seymour Hoffman bien rondouillard, un Phoenix qui, à la fin du film, m'a semblé d'une maigreur presque inquiétante. On a vraiment, c'est la peau sur les os. Et donc, ils ont, je le rappelle, obtenu le double prix à la Mostra de Venise. Je parle des deux comédiens. Alors, si je puis me permettre, devant Michel Simon, qui fait bien sûr sa une de positif sur le film, je trouve malgré tout le scénario un peu lent, un peu long. Je pense que ça manque un tout petit peu parfois, voilà, de vélocité avant d'arriver au terme de l'histoire. C'est vrai que c'est la une, parce que je pense que c'est vraiment un des grands films. Enfin, on commence l'année, mais disons, si on prend l'année dernière, il était montré à Venise, l'année scolaire. Je pense que c'est un des très très grands films de l'année, et d'un très très grand cinéaste, qui a 42 ans, c'est stupéfiant, ou 44 ans, parce que ce qu'il a aligné déjà entre Boogie Night, entre Magnolia, There Will Be Blood, enfin c'est un cinéaste aussi d'une extrême ambition. D'ailleurs, on lui reproche visiblement, on dit il a voulu faire un grand film. Voilà, Qui lui reproche? Nos camarades, tu connais, Jérôme, dans les Arocs, il y a ce reproche majeur, c'est la maîtrise, c'est l'ambition, etc. Moi, je crois, on retrouve à chaque fois que les Américains nous présentent des films de cette dimension à la fois épique, lyrique, critique, etc., c'est toujours les mêmes reproches. On l'a reproché à Coppola pour Apocalypse Now, on l'a reproché à Kubrick pour l'Odyssée de l'espace. Il y a toujours des batailles autour de ces films. C'est un cinéma qui respire très très haut. Moi, ce qui me passionne, alors je trouve pas du tout, je trouve le scénario effectivement très complexe. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est qu'il me surprend tout le temps. J'aime bien être surpris au cinéma. C'est-à-dire que je ne sais jamais exactement où va cette histoire. Je pense que c'est en même temps beaucoup de thèmes qui sont traités, qui l'entrelacent. C'est effectivement des rapports de domination. D'ailleurs, on ne sait pas exactement à quel moment qui domine qui, parce que le gourou domine l'esclave ou le serviteur, mais c'est aussi l'inversion. C'est également le portrait d'une secte. Alors, il y a des gens qui voudraient une attaque contre la scientologie. Ça, évidemment, elle n'est pas présentée comme un modèle. C'est même horrible. En plus, c'est pas vraiment la scientologie non plus. Hein, c'est pas un film, c'est pas un examen critique de l'église de scientologie, même si c'est un portrait de la naissance d'une secte. C'est aussi le portrait d'un pays après la Deuxième Guerre mondiale, à travers ce marin qui a fait traumatiser par la guerre du Pacifique. Absolument magnifique sur la plage où il se fait une femme en sable. Voilà, il modèle une Aphrodite avec le sable, avec lequel il couche, etc. Et l'alternance dans ce film de choses, alors d'une part de plans, alors le marin, c'est effectivement le mouvement, Joaquin Phoenix est tout mouvement, il est toute action, etc. Sans arrêt, il joue avec son corps, etc. Et l'autre, c'est plutôt le désert, c'est plutôt la masse de Philip Seymour Hoffman. C'est presque l'opposition de deux styles de jeu, l'acteur studio à la James Dean ou à la Brando qu'incarne Joaquin Phoenix, et l'interprétation à la Laurence Olivier à l'anglaise de Philip Seymour Hoffman. Et ce qui est capable de faire ce grand cinéaste, c'est d'une part des plans d'une beauté incroyable par la scène du désert avec la motocyclette, il y a une respiration, et en même temps, quand il filme un dialogue, c'est chant contre chant, en gros plan, et il filme un dialogue de 10 minutes. C'est-à-dire qu'il est d'une aisance et c'est pour ça que je ne trouve pas du tout que ce soit lent. Je trouve que moi, j'étais constamment captivé. Xavier? C'est un immense film, incontestable, indéniablement. C'est une œuvre magistrale, d'une beauté formelle absolue. Il y a un petit mais,
quand même, là je te rejoins sur le scénario, je trouve que la première partie est extrêmement intéressante parce qu'elle montre qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la violence qui a été, que le monde a traversé, que le monde occidental a traversé, l'alacrité de cet homme qui a été pauvre visiblement à toutes les violences qu'il a subies et traversées, rencontrées et affrontées, effectivement il y a une fragilité absolue qui est une contradiction avec ce type qui est toute boule de nerfs, qui est tout le temps en train d'agresser tout le monde, et dans cette fragilité, dans cette dualité se glisse effectivement un gourou, se glisse en tout cas le besoin d'une spiritualité, qu'elle soit reconnue, pas reconnue. La rencontre sur le bateau. Voilà, la rencontre est magnifique, mais la spiritualité, c'est spiritueux même d'ailleurs, parce que ça passe aussi par l'alcool. Ils boivent comme des trous. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose. Après, la deuxième partie sur justement le retournement qui domine qui, voilà, je la vois un petit peu plus travaillée en termes de théorie de scénario. On voit un tout petit peu les intentions se faire. C'est vrai que c'est magistral. Il manque peut-être un rien de fragilité à ce film. C'est-à-dire que Paul Thomas Anderson dit qu'il aime les personnages dont on ne devine jamais ce qui va leur arriver. C'est pas le cas de la mise en scène. Au bout d'un moment, on sait un tout petit peu comment la mise en scène va traiter chaque scène. Alors à chaque fois, on est ébloui et en même temps, bizarrement, pas surpris. Et j'aurais voulu que formellement, le film abandonne son côté colosse, justement, pour être plus fragile, pour être plus tremblant, pour être plus frénétique au sens de fragile et endosser, à mon sens, la psychologie quand même un peu nébuleuse des personnages. Voilà, il y a juste un moment où la forme et le fond se dissocient un tout petit peu dans la deuxième partie. Sinon, quel grand film, effectivement, quel éclate, et dire le contraire, ne pas prétendre un instant que ça n'est pas un grand film. J'émettais quelques petites réserves. Il y en a qui l'ont fait. Michel, on a entendu les mêmes commentaires au même moment. Bon, après, je vais dire une méchanceté. Quand on a vu Malik le lendemain, ça a réhabilité encore plus le Thomas Anderson. Mais le combat aura lieu longtemps et en vrai. Pas tout de suite. Eric, ça, je t'ai lu en revanche. Ah ouais, c'est la foudre au ralenti, ce film. C'est la beauté sur l'écran. C'est un chef-d'œuvre. C'est un génie, ce type-là. Il fait pas le même métier que les gens dont on parle ce soir, même dont on parle à longueur d'année. Ah non, mais quand on fait Magnolia à 28 ans, mais ça, c'est Orson Welles. Et d'ailleurs, Seymour Hoffman fait penser à Orson Welles. Oui, absolument. Dans son bureau, à la fin, voilà, dans cet immense bureau, la nuit, il est assis à son bureau, c'est Citizen Kane. Ah, c'est d'une beauté. Il filme au début le sillage d'un bateau. On a l'impression que personne n'a fait ça avant lui. Pourtant, on en a vu des images comme ça. Et tout est bien. Et Seymour Hoffman est prodigieux, ce type-là. Phoenix est formidable, là, émacié, la bouche tordue, à moitié en nage, prêt à exploser à la moindre étincelle. Mais Seymour Hoffman, je suis pas d'accord qu'il joue à la Laurence Olivier. Il est très Brando aussi par moment. Il a ce côté massif, mais qui peut être très agile. À un moment donné, il se met à danser dans un salon où il y a des femmes nues qui l'applaudissent. C'est une scène hallucinante. C'est une cérémonie presque de secte déjà. Oui, complètement. Et on voit l'emprise qu'il a sur tout son entourage, les rapports très compliqués avec sa femme, cette perversité, la fille qui est drague à moitié, Joaquin Phoenix, dont on sous l'empire de sa femme. Oui, oui. Non, c'est une scène devant un lavabo qui est très fort, assez éloquente. Oui, il y a une scène de lavabo, il y a une scène de toilette en prison que pulvérise Joaquin Phoenix à coups de pied qui fait froid dans le dos. Et les longueurs font partie du projet. Parce que c'est un film sur le silence, c'est un film sur l'inquiétude, c'est un film sur l'avenir qui n'arrive jamais pour cet ancien soldat, sur les années 50 qui sont d'un vide sidéral aux États-Unis. C'est une Amérique de grands magasins, de Technicolor, de moquettes orange et de photographies glacées. Et ce film, on en sort, mais vraiment converti. Bon, Daniel? Oui, non, c'est un très 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 grand film. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est ces deux solitudes. Finalement, ce gourou qui, en principe, devrait avoir une cour absolument à sa dévotion, est plus seul qu'un chien aussi. Et il trouve un chien encore plus perdu que lui. Et ce couple est quand même absolument incroyable. Effectivement, la maigreur de l'un et la rondeur de l'autre, c'est un cobra souriant et une mangouste qui va manger le serpent. Enfin, ce sont deux animaux inséparables. On est complètement fasciné par ça. Et c'est peut-être moi, pas un reproche, mais quelque chose qui tout à coup, on se réveille de l'action, on se réveille de ce que ce film nous raconte, tellement on est fasciné par les acteurs. Tout à coup, on regarde jouer les acteurs en disant ils sont
tellement extraordinaires que finalement ce qui se passe, il faut une scène inouïe, comme effectivement cette course dans le désert à motocyclette, on dit tu vas de là à là et puis il disparaît. Il disparaît. Je veux dire, c'est magnifique. C'est le moment presque crucial. C'est le moment le plus émouvant. Voilà. Bon. Donc il y a des moments où tout à coup le film reprend son cours, mais où ces deux acteurs sont tellement inouïs qu'ils sont presque trop bons pour qu'on puisse s'intéresser totalement à ce qu'ils font.